Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CCDV français pour cette nouvelle édition du journal. Le président chinois Xi Jinping est en Arabie Saoudite pour sa première visite d'État de 2016. Le président Xi a notamment offert ses meilleurs vœux au peuple saoudien et a rappelé que les relations diplomatiques entre les deux pays ont fait d'énormes progrès depuis qu'elles ont été établies en 1990. Il a aussi discuté de nombreux axes de coopération entre les deux pays. Le récit de sa visite avec mon collègue Marc-André Coté. Le président Xi est arrivé à Riyad mardi pour la première étape de son voyage qui le mènera dans 3 pays du Moyen-Orient. C'est la première visite officielle d'un chef d'État chinois en Arabie Saoudite en 7 ans. Le roi saoudien Salman Ben Abdelaziz Al Saoud s'est entretenu avec le président chinois Xi Jinping. Pendant la réunion, les deux dirigeants ont consenti à construire une coopération stable à long terme dans le secteur de l'énergie et de faire de la Banque asiatique d'investissement en infrastructures lancée par la Chine une plateforme de financement profitable à toutes les parties impliquées. Ils ont aussi souligné les progrès faits lors des pourparlers sur la zone de libre-échange Chine-Conseil de coopération du Golfe. Ils ont accepté que la zone de libre-échange soit établie le plus tôt possible. Le président Xi Jinping s'est vu attribuer la médaille de l'ordre du roi Abdelaziz, la plus haute décoration accordée en Arabie saoudite. Après la rencontre, les deux dirigeants ont assisté à la signature d'un mémorandum d'entente en matière de coopération de capacités industrielles qui stipule que les deux pays poursuivront conjointement l'initiative Une ceinture, une route. Une série d'accords de coopération a aussi été signée, couvrant des domaines comme l'énergie, les communications, l'environnement, la culture et la science et la technologie. Lors de son passage en Arabie saoudite, le président Xi Jinping a participé à plusieurs réunions. Lors d'une rencontre avec le prince héritier adjoint d'Arabie saoudite, Mohammed Ben Salman, le président Xi a salué le resserrement des liens entre les deux pays pour les faire passer à un partenariat stratégique complet. Il a souligné que la Chine est disposée à intensifier le commerce pétrolier et à promouvoir la coopération bilatérale dans le secteur des énergies vertes, de l'énergie nucléaire et de la sécurité. Xi Jinping a rappelé que l'Arabie saoudite se situe à un endroit stratégique le long de la ceinture et de la route et que les deux pays devraient discuter de l'alignement de leur stratégie de développement et participer activement à l'interconnectivité du Moyen-Orient et de la région du Golfe. Le prince héritier a salué la visite historique de Xi Jinping en Arabie saoudite, disant que les deux côtés partagent une position semblable sur les questions mondiales importantes et ont de nombreux intérêts communs. Toujours lors de la journée de mardi, le président Xi a rencontré le chef de l'Organisation de coopération islamique Iyad Amin Madani. Le président chinois a confirmé qu'il était ouvert à ce que l'organisation serve de pont pour faciliter le développement des liens entre la Chine et les pays musulmans. Le président chinois a appelé à alimenter le dialogue entre les cultures chinoises et musulmanes et à plus de coopération internationale pour résoudre la question palestinienne. Le président Xi a aussi discuté avec le secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes dans le Golfe, Abdulatif Ben Rachid Al Zayani. Il a appelé les deux parties à garder des contacts au plus haut niveau, à améliorer la confiance politique et à aligner leur stratégie de développement. Xi Jinping a déclaré que la Chine est ouverte à coopérer avec le CCG dans le cadre de l'initiative Une ceinture, une route et ainsi devenir un fournisseur fiable d'énergie pour les États du CCG. Il a aussi appelé à une coopération plus importante dans la construction d'infrastructures, dans les télécommunications, en investissement, en matière de finances, au niveau de la technologie spatiale et des énergies renouvelables. M. Al-Zayani a pour sa part déclaré que les États du CCG veulent améliorer les liens avec la Chine et conclure un partenariat stratégique spécial. Il a dit que ces pays sont prêts à reprendre les négociations sur la zone de libre-échange de Chine-CCG. Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1990, les liens économiques entre la Chine et l'Arabie saoudite ont connu un essor sans précédent. L'Arabie saoudite est le premier partenaire commercial de la Chine parmi les pays arabes et son principal fournisseur de pétrole brut. De janvier à novembre 2015, le commerce bilatéral s'est élevé à plus de 47 milliards de dollars et 15% des importations de pétrole brut de la Chine, soit plus de 46 millions de tonnes,
sont venus du royaume des Saouds. Pendant cette période, plusieurs accords d'une valeur supérieure à 5 milliards de dollars ont été signés. On compte désormais plus de 100 sociétés chinoises en Arabie Saoudite, dans des domaines tels que la pétrochimie, les secteurs ferroviaires et portuaires ou encore les communications. Notre chaîne CCTV a réalisé une interview exclusive avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samer Choukri, qui s'est montré optimiste concernant la visite du président Xi Jinping dans le pays. Écoutons-le. La relation entre les deux pays est historique et s'étend au-delà de nos gouvernements. Nos peuples sont amis. Ils partagent de nombreuses caractéristiques communes. Ils tirent leur origine de grandes civilisations qui ont participé à enrichir l'humanité. Leurs relations sont évidentes et la Chine a reconnu la volonté des Égyptiens le 30 juin 2013. Cela était très clair lors des réunions entre les deux présidents. En tout juste un an, ils se sont rencontrés 5 fois. En Égypte, le canal de Suez est une composante essentielle de la route de la soie maritime qui facilite la circulation de la Chine au sud de l'Europe. L'agrandissement de cette voie maritime et les projets potentiels d'investissement figurent parmi les priorités de l'Égypte dans les discussions entre les dirigeants des deux pays. Depuis le mois d'août l'année dernière, quand le président Al-Sisi a inauguré le nouveau projet du canal de Suez, cette voie navigable essentielle est capable d'accueillir davantage de bateaux, mais aussi des navires de plus grande dimension. Mais le premier projet national du président Al-Sisi n'était que le début d'un plus grand rêve égyptien qui devrait faire revivre les berges désertes du canal. Le Caire croit que ces projets cadrent parfaitement avec les projets de commerce international de la Chine. Le président Xi Jinping a livré un important message dans le cadre du projet Une ceinture, une route pour relancer la route de la soie en 2013. Et en 2014, l'Égypte a décidé de creuser le canal. Le pays a terminé le projet en un an. Le projet de développement du canal de Suez représente une véritable planche de salut pour l'économie de l'Égypte. Des zones de commerce et d'échange seront aménagées pour faire de l'Égypte une plaque tournante dans la région. La route débute dans les ports chinois. Il faut qu'il y ait un point d'arrivée. En reliant ces deux pôles, c'est une opportunité qui permettra au monde, et particulièrement aux Chinois, de venir et de nous envoyer leurs produits pour être transformés ou assemblés. L'utilisation de cette zone stratégique permettra d'atteindre les marchés importants en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. C'est une vision que la Chine avait déjà commencé à mettre en place avant la dernière expansion du canal de Suez. Une zone industrielle chinoise est déjà en construction et devrait pouvoir accueillir environ 200 usines. L'Égypte ne pourrait être plus satisfaite de la renaissance de la route de la soie maritime. Et lors de la rencontre du président chinois avec son homologue égyptien, il sera amplement question de ce projet économique qui tient à cœur au président Al-Sisi. Des attaques terroristes, une crise des réfugiés, une reprise économique qui refuse de prendre de l'élan, voici quelques-uns des défis auxquels l'Europe est confrontée. Et la raison pour laquelle, une nouvelle fois, l'Europe sera au centre des attentions pour le format économique mondial. Comme chaque année, le Forum économique de Davos aborde les grandes questions qui semblent souvent loin de l'atmosphère des soirées cocktails et des randonnées en ski. Mais une question inévitable s'est imposée depuis la crise de la zone euro de 2009. L'Europe, qui n'est plus sous la menace d'une ruine financière, agit toujours comme un frein à toute réelle reprise économique mondiale. L'économie européenne connaît une reprise, mais recommence encore à faiblir après avoir atteint un pic de 1,5% de croissance l'année dernière. C'est beaucoup trop lent et reste un problème, donc cela signifie que l'Europe n'arrive pas à faire que sa croissance dépasse les 2%. Et cela est probablement également dû au manque de réformes structurelles. Mais avec plusieurs attaques terroristes ayant eu lieu en France l'année dernière, liées au groupe extrémiste État islamique en Syrie et en Irak, ainsi que l'afflux de réfugiés, ce n'est pas seulement sur l'économie que l'Europe et le monde doivent s'inquiéter. Je pense que la communauté internationale sera davantage concernée par la géopolitique concernant l'Europe et comment elle affecte l'Europe. Par exemple, la crise des réfugiés plutôt que par l'économie. En réponse à la crise des migrants et des attaques terroristes, la moitié des pays européens ont d'ores et déjà réintroduit des contrôles aux frontières dans ce qui est normalement la zone de libre circulation de Schengen.
On craint que Schengen ne soit soumis à une énorme pression avec tous les effets que cela pourrait avoir sur l'économie, la libre circulation des personnes et des marchandises, mais également en général sur l'Union européenne, sur les affaires de l'Union européenne. Les solutions demeurent illusoires car la plupart des États membres de l'UE continuent d'agir selon ce qu'ils considèrent être leurs intérêts nationaux plutôt que le bien commun du bloc. Le Premier ministre britannique David Cameron sera de nouveau présent cette année pour discuter du référendum qui aura lieu prochainement dans son pays et qui portera sur la question de savoir si la Grande-Bretagne restera dans l'Union européenne ou non. Une nouvelle fois, il y aura beaucoup de discussions ici à Davos, afin de savoir si cette année, finalement, l'Union européenne, toujours divisée, pourra s'unir afin d'empêcher de nouveaux chocs imprévus. Au moins 21 personnes ont été tuées dans une attaque à main armée perpétrée dans un campus universitaire situé dans le nord-ouest du Pakistan. L'attaque meurtrière s'est produite à l'intérieur de l'université Pachakan, située dans la ville de Sharsada. Un groupe de terroristes armés a pris d'assaut le campus où 2 grosses explosions ont également été entendues. La police pakistanaise a déclaré que la plupart des victimes étaient des étudiants tués par des balles dans un dortoir pour garçons. 4 assaillants ont été tués après la riposte menée conjointement au sol et par les airs par les forces de police, les soldats et les forces spéciales pakistanaises. Les talibans pakistanais ont revendiqué la responsabilité de l'attaque en rappelant qu'il s'agissait d'une réponse à l'offensive militaire contre leur position dans les zones tribales. La police pakistanaise a également indiqué que les forces de sécurité présentes sur les lieux avaient terminé leur opération contre les hommes armés. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. Passons tout de suite au monde de l'économie, présenté par Raïssa. Bonjour à tous. Débutons avec les performances du jour des principales places financières asiatiques. Les bourses chinoises ont terminé en baisse mercredi. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A a clôturé à 3115,34 points, en baisse de 1,03%. L'indice des actions B a clôturé à 364,79 points, en baisse de 1,76%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A a fini à 1962,09 points, soit une baisse de 1,02%. L'indice des actions B a clôturé à 1174,89 points, en baisse de 1,66%. Quant à la bourse de Tokyo, pénalisée par la chute des cours du pétrole et le raffermissement du yen, elle a fini mercredi en baisse de 3,71% à un plus bas de clôture de 14 mois et demi. L'indice Nikkei a perdu 632,18 points à 16 416,19. Et nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. La Banque centrale de Chine a déclaré qu'elle allait injecter plus de 600 milliards de yuan durant le nouvel an chinois afin d'assouplir les pressions pesant sur le niveau des liquidités de l'économie du pays. La Banque populaire de Chine mènera à bien cette injection de liquidités via ces 3 instruments de politique monétaire visant à faciliter le crédit à long et moyen terme et à créer des conditions d'octroi de crédits supplémentaires pour stimuler le secteur privé. Les tensions sur le niveau des liquidités dans l'économie chinoise sont récurrentes au moment de la longue semaine de vacances suivant la fête du printemps en Chine. La Banque centrale profite généralement de cette période pour injecter des liquidités supplémentaires dans le système bancaire afin de maintenir les taux d'intérêt à un niveau stable dans tout le pays. Les analystes rappellent par ailleurs que la Banque populaire de Chine pourrait revoir à terme les exigences des banques en matière de ratio de fonds propres pour l'octroi de futurs crédits. Comme d'habitude, à cette période de l'année, nous nous attendons à un pic concernant la demande de liquidité au moment du Nouvel An chinois. Les entreprises retireront des quantités très importantes de liquidités pour payer les primes de leurs employés. Par ailleurs, les consommateurs chinois auront également besoin de retirer de l'argent pour effectuer leurs achats. La Banque centrale a ainsi décidé d'injecter plus de 600 milliards de yuan pour garantir un niveau de liquidité suffisant dans le système bancaire chinois.
Cette injection ne permettra pas seulement d'assouplir les tensions pesant sur le niveau de liquidité pendant la période du Nouvel An, elle permettra également de revoir à terme les exigences des banques en matière de ratio de fonds propres pour l'octroi de futurs crédits. L'Indonésie, géant de l'Asie du Sud-Est, possède tous les attraits pour attirer les investisseurs. Le pays a une population jeune et connaît une croissance économique. Les entreprises chinoises investissent considérablement dans le pays. Pour rappel, l'Indonésie est la seconde destination d'investissement de la Chine dans la région. C'est ce qu'ils font le mieux. L'entreprise China Huatian Engineering est spécialisée dans la construction de centrales électriques et est très connue en Indonésie. Le placement global était de 1 milliard de dollars. Nous avons également obtenu 1,6 milliard de dollars pour le sud de Sumatra. Et nous suivons beaucoup. L'entreprise Huatian n'est pas la seule. Les entreprises chinoises, privées ou gouvernementales investissent énormément en Indonésie. Selon le Conseil d'investissement indonésien, la Chine est à présent le plus grand investisseur étranger du pays pour l'année 2015. La Chine est la première priorité de notre bureau du Conseil d'investissement. Depuis 2015, nous avons organisé plus de 10 réunions à Beijing, Shanghai, Guangzhou et dans d'autres villes de la Chine. Se focaliser sur la Chine fait sens. L'Indonésie a besoin d'infrastructures, de centrales électriques, de routes à péage, de ports de mer, et la Chine est experte dans ce genre d'infrastructures. La Chine prévoit plus de 83 milliards de dollars d'investissement en Indonésie depuis que M. Widodo a pris la direction fin octobre, surpassant ainsi de loin les 11,6 milliards de dollars d'investissement du Japon et les 185 millions de dollars de Singapour. Mais la réalisation de ce plan d'investissement a coûté près de 7%, principalement dans l'administration. Une combinaison de 22 ministères est destinée à accélérer les services de licence des investisseurs et cela fonctionne. En un an, nous avons libéré jusqu'à 150 milliards de dollars d'investissements bancaires, soit une augmentation de 45% par rapport à l'an dernier. Le conseil d'investissement a désormais lancé un nouveau service en 3 heures pour les investisseurs, réduisant le processus de 30 jours à 3 heures seulement. Et les investissements chinois directs à l'étranger ont dépassé les investissements directs étrangers en décembre. Plus de détails. Les investissements chinois directs à l'étranger ont progressé de 6,1% sur une base annualisée en décembre pour atteindre 86,5 milliards de yuan ou l'équivalent de 13 milliards de dollars américains. Pendant ce temps, les investissements directs étrangers en Chine ont baissé de 5,8% pour s'établir à 77 milliards de yuan, soit environ 11,7 milliards de dollars pour la même période. Pendant toute l'année, les investissements directs étrangers en Chine se sont élevés à 166 milliards de dollars, une augmentation de plus de 6% sur une base annualisée. Le ministère chinois du Commerce a expliqué que c'est l'application de réformes qui est responsable de la situation. Les entreprises étrangères établies dans les zones de libre-échange de la côte est de la Chine ont aussi enregistré de bonnes performances. Les zones de libre-échange de Shanghai et de Guangdong ont assisté à une augmentation des rentrées de capitaux et la baisse des normes à Beijing pour l'investissement dans les compagnies de haute technologie a aussi porté ses fruits. Les compagnies financées par des capitaux étrangers sont impliquées dans environ la moitié des échanges commerciaux du pays et représentent environ le quart de sa capacité industrielle. 18 jours avant le Nouvel An chinois, la télévision centrale de Chine s'active pour les derniers préparatifs du gala de la fête du printemps 2016. Il s'agit d'un rendez-vous incontournable pour tous les Chinois. Et cette année, un spectacle d'arts martiaux haut en couleurs sera présenté à tous les téléspectateurs. À l'extérieur du grand studio de la télévision centrale de Chine, un groupe d'artistes experts en arts martiaux Wushu vient juste de terminer son échauffement. L'école d'arts martiaux Zhonghua de la ville de Laizhou, située dans la province du Shandong, s'entraîne tous les jours, depuis maintenant près d'un an, pour être fin prêt le jour J. 90 personnes avec une moyenne d'âge de seulement 15 ans
sont à Beijing depuis la mi-décembre pour les dernières répétitions. Ils représentent à eux tous la nouvelle génération des ambassadeurs de l'art Wushu en Chine. Nous devons en permanence nous améliorer et rechercher les nouveautés pour enrichir nos spectacles et présenter la quintessence des arts martiaux sur la prestigieuse scène de la CCTV. Par exemple, nous avons préparé une série de performances d'acrobatie en haute altitude et nous avons considérablement amélioré le rendu global de la prestation de notre groupe sur la scène. Depuis 2013, l'école Zhonghua est invitée pour la 3e fois consécutive au gala de la fête du printemps de la CCTV. Ainsi, certains des plus jeunes artistes du groupe passent désormais pour des vétérans. Comme d'habitude, je suis très excité et nerveux à la fois, car chaque année, nous modifions notre spectacle avec des figures de plus en plus difficiles à réaliser. Je veux rassurer mes parents et leur dire de ne pas s'inquiéter. Ils pourront, comme tous les autres, regarder le spectacle tranquillement chez eux. Le thème du gala de la fête du printemps de cette année est « Toi et moi, notre rêve chinois, construisons ensemble la société de la moyenne aisance ». Le gala sera retransmis en direct depuis Beijing, ainsi que sur 4 autres chaînes des provinces du Fujian, du Guangdong, du Shanxi et enfin dans la région autonome de la Mongolie intérieure. Au total, ce sont 40 performances qui seront présentées à tous les téléspectateurs chinois, dont 10 spectacles uniques en leur genre. La dernière ligne droite des répétitions débutera le 26 janvier prochain. La semaine de la mode de Hong Kong a débuté lundi et des stylistes de Nouvelle-Zélande, du Myanmar et de Hong Kong y présentent leur collection automne-hiver. La styliste Maggie Chan est l'une des doyennes de la semaine de la mode de Hong Kong, ce qui ne l'empêche pas de continuer à vouloir surprendre. Ces robes ont été fabriquées à l'aide de bois et de résine, puis recouvertes d'huile aromatique avant d'être peintes. Sa fille Marie, 17 ans, l'a aidé à peindre et dessiner les accessoires. Pour ce défilé, les matériaux étaient très spéciaux. On a eu quelques difficultés pour rendre le bois plus flexible. C'est une collaboration avec une firme d'aromathérapie, donc nous avons voulu montrer l'odeur dans les dessins et les sacs. To show the smell within the drawing and the bags. Et 2 stylistes du Myanmar, Chao Su Elwin et Mei Miat Waso, ont cherché à réinventer les tenues traditionnelles de leur pays. Je voulais combiner une tenue traditionnelle du Myanmar, utilisée pour chaque cérémonie honorifique. Je l'ai combinée avec une robe de soirée de style occidental. La semaine de la mode de Hong Kong est l'occasion pour les stylistes de toute l'Asie de présenter leur travail devant un public international. Elle se déroule jusqu'au 21 janvier. Et ainsi s'achève le monde de l'économie. Retour au plateau avec Sully. Merci Raïssa et c'est la fin de cette édition du journal. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur CCTV français.